recevoir cet après-midi dans le cadre officiel du Printemps des Poètes 2002 pour une conférence, suivie d'un débat, et à vous remercier encore de ce présent que nous apprécions, a mis à notre disposition quelques-uns de vos très nombreux livres. Comme je vous l'ai expliqué il y a quelques semaines, nous formons depuis maintenant plus de... Comme ce début d'abord, votre poème, extrait de L'eau froide gardée, recueil paru en 1973. Généreuse et qui dépasse ma modeste personne. Je suis heureux tout de même qu'elle vienne de vous, que j'aime et dont les préoccupations en matière de poésie et d'art me sont très proches. Et il nous est arrivé de nous rencontrer 2 ou 3 fois, et chaque fois j'ai été heureux de voir à quel point, sur des questions importantes, déterminantes, nos pensées et nos sensibilités convergeaient. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que vous êtes l'auteur d'une thèse importante et reconnue sur Marcel Proust, et le rappel de cette thèse suffirait à vous qualifier. Je vais donc avoir, j'aurais voulu vous saluer chacun en particulier, je reconnais un certain nombre de visages connus de moi, mais évidemment il y a beaucoup de visages inconnus. Je voudrais saluer la Jacqueline Risset qui est là, qui est la grande spécialiste mondiale de Dante. Je voudrais saluer Michel Camus, mon ami Pierre Auster, mon ami Jean Desper et mes amis libanais qui sont là, qui, bien qu'ils viennent de très loin, habitent l'un et l'autre le quartier depuis des dizaines d'années. Les Libanais sont chez eux un peu partout. Mais, je vais, pour commencer, c'est une rencontre chez moi inattendue. J'avais écrit pour un livre d'art qui a paru déjà, mais qui est en train de reparaître en imprimé, un texte appelé L'insaisie, qui est lié précisément à l'intuition, à la structure de l'intuition. Et le hasard a voulu que le texte que j'ai écrit spécialement pour cette rencontre amicale, cher Daniel Arangeau, s'est appelé, et c'est maintenant que je fais le rapprochement, non pas l'intuition en art, qui est le thème de notre rencontre, mais saisir ce qui est proche. Je commence donc par vous lire ce texte, disons poétique, et puis je vous communiquerai la gerbe de mes réflexions sur le thème qui m'a été imposé, mais on ne m'impose rien. Si j'ai accepté ce thème, c'est parce qu'il correspondait à mes propres recherches, à mes propres préoccupations. Voilà. Le texte, d'abord, intitulé L'insaisie. Dieu a tout rangé, puis il est parti, ne laissant, jusque dans la cuisine, que quelques traces, insaisissables, que bientôt viendra ensevelir, surgit de loin, la poussière cosmique. Personne ne sera plus parmi nous, ni s'il habite,
ni s'il est habilité d'un croix. Les traces, oui, les traces, elles sont belles. Et quand la saison s'y prête, elles fendent la matière du ciel de longs labours, de tourbillonnantes volutes, qui ne produisent pas de blé, mais ce peu d'or seulement dont chacun se souvient, ces grands signes dansants, ces gestes démesurés d'iris ou de violette, ce bouquet destructible que nos yeux endormis ramasseront dans les catégories secrètes. Ainsi dormirons-nous. Or moi, d'un doigt majeur, je désigne l'éclat des infertiles. Je dis, et c'est évident pour chacun, les signes sont nos bergers. Mais ce sont là mauvais bergers, qui jamais ne consentent à nous donner de leur clarté, et disant, s'ils s'expriment, l'étincelante contradiction de toute leur croix. Et nous demeurons hantés sous la douceur de 1000 nuages, par le vœu du chemin, la clé qu'on nous retire, le guet qu'on nous retient, et le fiancé toujours promis, jamais venu. Je parle de la chasteté d'un art. L'idéogramme est-il notre élément? On l'a capté parfois dans des instants de lenteur, à même le tracé des nuages, dans la violence immobile de certaines pierres qui demandaient à faire preuve, dans des rites inclinés à des feuillages ou à des fleuves, sous la magistrature des vents. Entre le vent et le corps, il y a alliance et mésalliance, ce défaut, ce défait, cette retombée de la parole, le jour où l'esprit vint à s'aimer lui-même, pendant comme un adolescent dans son miroir, on appelle cela le début de la lettre. Puis, dans le vitrail des fenêtres, je pense à la double colombe, à ce face-à-face entre la lumière et la nuit, comme deux barques qui se chagrinent du bec. Elles disent que le monde est double, que c'est l'en haut et que c'est l'en bas, qu'ici n'est pas ailleurs, et que beaucoup d'entre nous, entre les deux consciences, disparaîtront. L'on voudrait ouvrir la fenêtre, lâcher le paysage, lui permettre d'aller seul se mettre en place, là justement où il est attendu, dans le calme du monde. Peut-être même est-ce là notre seule chance d'en finir une fois pour toutes avec les images. C'est grave, c'est terrible. Dans ce pays de mer où nous voici désemparés, comme des enfants adultes, chevauchant des chevaux de plomb. Mais l'instinct vivace nous le dit, la fluidité nous garde. Les signes y sont durs, les traces indéchiffrables et rebelles. Évasifs et coupants comme le fil d'un couteau sont les signes, furtifs oiseaux pris au réseau de l'air. Ils écrivent très vite sur les parois du tremblement leurs indications fastes ou néfastes. Non pas le vol de l'hirondelle, de l'ardente hirondelle, mais, loin des voluptés brumeuses, l'éclair si net de leur silex. Éclair éblouissant, personne n'a vu. Nous poursuivons notre chemin, et la route est brouillée, mais tendre. Il y a la pluie, il y a le vent, il y a la transparence. Il y a nous que voici, dressés comme des anges, pauvres humains au repos, sous de puissants arbres bruissants qui sont arcans. Aux arbres sont nos ailes, suspendues là, ailes invisibles. Notre parure est vulnérable, nos bijoux sont poussière. La poésie, notre compagne, cueille un peu d'herbe ici ou là. Nous l'avons mis ce soir, nous avons mis ce soir de l'ordre dans les choses. Nous mangerons, loin des mythologies, la grande soupe d'herbe. Or,
Voici, jamais ne sera fini le chant des hiéroglyphes, jamais le chant des stèles. La réalité n'est pas simple, et n'est pas simple sa réfraction dans le miroir. Elle est prise à ses propres rêves, piégée, piégeante. Sans cesse, elle se débarrasse d'elle-même, comme une femme qui a honte de sa robe et qui l'enlève, et à nouveau, le songe de son corps nu lui déplaît. Elle recouvre à nouveau son corps, qui n'est pas songe, mais nature et nature, de tissu et de marbre. Ainsi se croit-elle, se veut-elle déchiffrable. Dieu, qui est simple, de quel Dieu s'agit-il, nous a laissé ce profond jouet dialectique. Nous jouerons donc à la trame et à la lisse. Nous laisserons nos soins flotter au vent. Il faut continuer à courir, à lire et à interpréter, nos yeux tendus vers cette chose immense dont on ne sait pas ce qu'elle dit, si elle est page ou terre, pleine de nuages ou sillon d'écriture. Et donc, je vais vous donner le fruit de ma réflexion sur le sujet de l'intuition, texte auquel j'ai donné comme titre « Saisir ce qui est proche ». Je me suis souvent interrogé, dis-je, sur la nature de l'intuition, cette fiancée mystérieuse du Créateur, poète, artiste, écrivain, philosophe, savant. Sans doute, d'une catégorie à l'autre de tous ces inventeurs, l'intuition présente-t-elle des points d'identité et de convergence, mais aussi, sans doute, d'une catégorie à l'autre, des spécificités, n'ayant d'expérience directe que de l'intuition poétique et, par extension, de l'intuition artistique. C'est à cette seule expérience que j'aurai recours dans ma rêverie concernant cette essence fulgurante et fugace. Il y a de l'intuition un avant et un après. L'après est à mes yeux mieux connu que l'avant. Soudain, quelque chose vous est donné auquel vous ne vous attendiez pas, du moins apparemment. Un don du ciel, une dictée rapide et drue, dont ne sait quel Dieu, un éclair aussi intense et bref qu'un éclair de chaleur. Quelque chose se déchire et s'éclaire dans une attente fermée. Il faudra revenir tout à l'heure sur ce terme d'attente. Intuition, oui, mais la langue classique a retenu aussi le beau nom des sens spirituels d'inspiration, où se reconnaît en filigrane, et comme derrière un voile, la respiration de l'esprit, dont on peut hésiter sur le point de savoir s'il faut l'écrire avec une initiale minuscule ou majuscule. J'avoue, à ma vive confusion, dans cet âge avancé qui est désormais le mien, que je ne sais trop qu'en penser. Mais, sur la dictée brève que j'évoque, laissons parler Paul Valéry, qui, plus qu'aucun autre poète de son temps, sinon peut-être Rainer Maria Rilke, dans notamment les élégies de Duino, aura songé à la violence du phénomène intuitif et l'aura formulé. Il écrit dans Pâle, qui est à mon sens texte superbe, une longue réflexion sur le déclenchement inattendu, espéré, inespéré, de l'instant privilégié, vers souvent cité. La science,
Patience, patience dans l'azur, chaque atome de silence et la chance d'un fruit mûr, viendra l'heureuse surprise, une colombe, la brise, ébranlement le plus doux, une femme qui s'appuie, feront tomber cette pluie où l'on se jette à genoux. Peut-être qu'en fait, ces vers prolongent au-delà de l'éclair en qui se condensent les pouvoirs de l'intuition, la générosité du don céleste, en dispersant, selon tout un éventail de déclics possibles, les occurrences de la manne sollicitée. Il n'importe. Ces vers disent l'essentiel. Ils le disent avec la musique propre à Valéry, et bien loin de la façon compacte et ramassée, à la manière d'un gant de boxe, dont un Picasso, pour signifier la même chose, eût dit « Je ne cherche pas, je trouve ». Voilà. J'ai dit de l'intuition qu'elle était une fiancée. Une fiancée est quelqu'un qui nécessairement vous accompagne, qui n'est pas quelqu'un qu'on recrute en cours de route, par hasard, par l'un ou l'autre des accidents innombrables qui font et façonnent notre chemin. J'ai parlé d'attendre et j'ai dit que je reviendrai sur ce mot-là. Valéry parle de patience. Il y a dans la figure symbolique de l'accompagnatrice de cette fiancée dont reste inidentifié le visage, comme voilé, il y a précisément de l'attente et de la patience. Elle vient de loin, cette compagne affective. Elle est ce que Valéry ne dit pas, ce à quoi sans doute il ne croit pas, ou ne croit que partiellement, la déléguée de cette puissance obscure en nous qu'on appelle l'inconscient. Les surréalistes ont mille fois raison d'affirmer, dans la continuité de Freud, que l'inconscient est le partenaire majeur de l'homme qui crée, de l'homme qui formule. Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud, à la suite de Nerval et aussi de Victor Hugo, l'avaient formidablement pressenti. C'est dans l'inconscient, comme dans une matrice, que se forment, de la même sorte que se tissent les tissus de l'embryon, toutes ces préoccupations non avouées dont nous sommes, à un premier niveau archaïque, à plusieurs niveaux inexplorés et inexploités, les constellations primitives, lesquelles sont, bien qu'informes encore, les ébauches de mieux en mieux formées et se formant, des réponses que nous ferons plus tard, le moment venu, à nos appétits et à nos intérêts profonds et secrets, à nos désirs, à nos blessures et à nos mutilations. À notre puissant bond aussi dans l'espace de notre être à venir. Cette ombre, cette pénombre vivante et vitale dans laquelle les choses se préparent et où elles prennent petit à petit visage et densité, ce milieu, comme celui dont parlent les biologistes, est, par ses virtualités, susceptible d'être comparé au liquide amniotique et par ses pouvoirs d'infiltration et de pénétration, d'interpénétration à vrai dire, par la porosité à double sens qui le caractérise, à ce liquide premier où nous baignons tous imaginalement et que j'ai parfois appelé, pour tenter de signifier cette communication splendidement énigmatique et pourtant on ne peut plus vrai qui s'établit entre nous au sein de notre secret partagé, la nappe phréatique, celle
où nous baignons tous. Pierre Reverdy exprime quelque chose d'équivalent à ce que je dis là. Aujourd'hui, note-t-il, dans le gant de crin, la puissance lyrique ne saurait se passer de concentration. Il ne s'agit pas d'exploiter une émotion initiale et de la délayer, mais au contraire de réaliser dans l'œuvre un faisceau d'émotions directement issues du fond intime du poète et de livrer à l'esprit du lecteur cette force concentrée capable de provoquer en lui une émotion forte et d'alimenter une riche efflorescence de sentiments esthétiques. Le poète ne menait pas son or, il le livre natif. Fin de citation. Ces figures dont je parle, ces figures constituées dans la profondeur, venues de nous, de notre histoire sans doute, l'histoire de chacun s'entend, mais aussi probablement d'une histoire qui vous dépasse, ce qu'il est convenu d'appeler l'inconscient collectif. Voilà qu'elles font pression sur les flancs de la caverne intérieure et qu'elles demandent, par cette pression de plus en plus insistante, à paraître au jour. Comment sera-t-elle, une fois dévoilée, cette fiancée mystérieuse, cette Eurydice perdue et retrouvée qui exige que s'ouvre? Comment sera-t-elle, une fois dévoilée, cette fiancée mystérieuse, cette Eurydice perdue et retrouvée, qui exige que s'ouvrent devant elle les portes des enfers, où notre désir l'avait enfuie, l'avait exilé, l'avait, par excès de désir justement, acculé à se faire et à se parfaire. Saint John Perse a exprimé, dans l'un de ses poèmes les plus connus, ce moment non d'incertitude ou d'hésitation, mais de suspens, où les choses qui ne sont pas encore vont être, surgies de la nuit intérieure, murmurantes encore et comme aveugle-né avant de prendre place dans le soudain grand jour de la parole et, pour le peintre, de la couleur et de la forme. Citation. Ô toi, désir, qui va chanter, et ne voilà-t-il pas déjà toute ma page elle-même puissante, comme ce grand arbre de magie, sous la pouillerie de l'hiver, vint de son lot d'icônes, de fétiches, versant dépouilles et spectres de l'auguste, les gants liant au vent du ciel, filiale d'ailes et d'essaims, lait et relais du plus haut verbe. Ah, très grand arbre du langage, peuplé d'oracles, de maximes et murmurant, murmure d'aveugle-nez dans les quinconces du savoir. C'est tiré de vent. L'instant de ce surgissement, de cette apparition attendue, inattendue, fit pourtant de la plus longue patience et de la plus constante et fine écoute, araignée immobile au milieu de la toile qu'elle a tissée et qui la traverse en un battement de cils à la plus imperceptible alerte, c'est là, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, l'éclair de l'intuition. Il éclaire, en une fraction de seconde, un pan de l'architecture totale encore tenu par la nuit et qui devra être complété par l'effort lucide du Créateur venu doubler la dotation nocturne et brève, dotation toutefois déterminante. Cet instant d'illumination tire du magma primordial les figures les plus profondes, pour citer encore une fois Paul Valéry. Ce dernier, dans un autre poème que Palm,
donne une sorte de matérialité charmante à cette intrusion de l'intuition dans le cirque de notre lenteur spirituelle, de notre lenteur habituelle, en l'évoquant sous l'aspect le plus évasif qui soit, celui quasi acrobatique du sylphe, dans un poème chanson qui porte ce titre et que je vous lis. Ni vu, ni connu. Je suis le parfum, vivant et défunt, dans le vent venu. Ni vu, ni connu, hasard ou génie, à peine venu, la tâche est finie. Ni lu, ni compris, aux meilleurs esprits, que d'erreurs promises. Ni vu, ni connu, le temps d'un sein nu entre deux chemises. Ici, c'est la rapidité de l'opération, et son ambiguïté aussi bien, car l'intuition, si elle n'est pas partagée comme telle, dans son évidence mystérieuse par l'interlocuteur, est porteuse inévitablement d'ambiguïté, c'est-à-dire d'inéquation, et donc d'incompréhension, et donc encore de déconcertation et de déraillement. C'est, oui, la vélocité intuitive, sa compacité, sa forme d'irrationalité dans l'irrécusable de son dit que souligne Valéry et sur quoi il insiste. À cette grâce légère de la formulation s'oppose l'aphorisme célèbre, vous le connaissez, en forme d'équation ontologique de René Char, éclair de chaleur, et qui se dit tel: si nous habitons un éclair, il est le cœur de l'état, dit René Char. Je ne peux m'empêcher de voir, mes chers amis, je ne peux m'empêcher de voir dans cette énonciation non seulement le constat d'une situation humaine mise en perspective par le poète, mais aussi l'expérience directe et formulatrice de la fulguration. Comme si la foudre emportait les cieux, dit de son côté, dans un autre texte, il est vrai, le code. On me pardonnera ces citations destinées, seulement par le recours à divers pièges subtils, à tenter de saisir l'insaisissable. Celui-ci, même s'il consent à nous donner un reflet de lui-même, miroir suffisamment efficace pour nous illuminer par réfraction, aussitôt l'apparu se redit. La nuit à nouveau tombe sur le travail qui reste à faire, là, devant. On peut aimer prolonger aussi longtemps que possible cet état d'engourdissement où quelque chose qu'on a reçu et dont on ne se sent pas directement responsable nous a conduit. Henri Michaud, vous connaissez, est avis de ces passages, ainsi qu'il les appelle. Citation. Intuitivement, dit-il, dans ces moments d'immobilité, je maintiens endormi la zone de mots aussi longtemps que possible. Et il ajoute, pourquoi, pour des mots, perdre inconsidérément l'étendue. Fin de citation. Pourtant, il faut continuer. Il faut extraire de sa gangue ce qui, ayant été entreaperçu, doit devenir visible entièrement, puisque de sa visibilité totale, construite à partir des éléments fournis par sa semi-construction originelle, à mi-chemin d'une violente déconstruction toujours possible, dépend le destin de l'œuvre et la capacité de l'ouvrier. Il faut tirer fil à fil, sans le rompre de fil. La toile d'araignée inscrite dans le projet de l'ombre, ombre désormais feinte, mais non moins redoutable pour autant, est capable de se refermer
comme un piège. Tirer la toile d'araignée du piège de l'onde et avec elle, vivant, dépositaire de la totalité du secret, l'araignée sacrée dont parla Mallarmé, celle qui pense en nous en se passant de nous chaque fois qu'elle le peut. N'est-ce pas, Michel Perrault? Le jeu est un autre de Rimbaud et intuition. La rugueuse réalité à étreindre est inscription des choses dans leur continuation, peut-être malheureuse, jusqu'à ce que d'autres éclairs viennent aider le laboureur, éclairs qui apportent sur ses mains l'eau de la nouvelle pluie du ciel, le confirmant dans sa dignité ouvrière, tout en le lavant de la boue attachée à cette condition évasivement illuminée et bien formidablement alors qui est la sienne. A-t-on le droit de se citer soi-même? J'ai écrit, faisant allusion à ce type de difficulté-là, le globe parfois se gonfle d'air et il soulève un peu Atlas. Or, et j'en ai bientôt terminé, cette dialectique de l'intuition et de l'accommodation aux réalités laborieuses du quotidien, par quoi se signifie et se signe toute la grandeur de la créativité de l'homme et de son effort pour s'exaucer là où il n'est pas attendu, à ce niveau où sa tête voisine admirablement avec les orteils des dieux, et peut-être, par un rétablissement imaginairement spectaculaire, arrivera-t-il à se hisser entièrement, corps et âme, à ce même niveau où il marchera à son tour. C'est l'un de ceux qui ont fréquenté ces mêmes dieux, terribles et foudroyants, qui l'aura le mieux exprimé. C'est du moins ainsi que j'interprète de Hölderlin les premiers vers de son poème Mystère, que je cite ici pour clore cette réflexion dans la très belle traduction qu'en a donnée André Duboucher. Arrive, feu, nous sommes avides d'assister au jour, et l'épreuve aussitôt, à travers nos genoux accomplis, se devine le vacarme dans la forêt. Mais nous chantons depuis l'Indus, arrivés ici enfin, et de l'Alphée aussi, avons longuement le lieu nous rechercher. Nul, sans elle, n'a le pouvoir de saisir ce qui est proche, de plein pied, et passer à l'autre bord. Et nous voulons ici même bêcher, car des fleuves bouent cette terre au labour. Oui, lorsque l'herbe pousse, et que viennent à leur bord pour boire les bêtes en été, viennent aussi les hommes. Merci. Alors, si vous le voulez bien, nous pourrions engager une discussion, et puis pour terminer, si vous souhaitez, si vous n'en avez pas assez de moi, je vous lirai un ou deux poèmes. Voilà. Excité, il n'y a pas de réflexion qui ne soit complexe. Et donc, l'écriture complexifie les choses que la discussion que nous allons pouvoir avoir ensemble maintenant simplifiera, je l'espère. Voilà. Nous avions un président de la République au Liban qui passait pour un beau parleur. Et un jour, une dame avait fait un dîner en l'honneur d'un ministre qui arrive très tard. Il devait arriver à 8 heures. Il arrive à 10 heures. Et la maîtresse de maison, les invités sont furieux. Et la maîtresse de maison dit au ministre, pourquoi ce retard, monsieur le ministre? Il lui dit, pardonnez-moi, je m'apprêtais à venir chez vous pour ce dîner,
quand le président de la République m'a convoqué et il m'a fait toute une conférence qui a duré 2 heures. Elle lui dit, et sur quoi cette conférence? Il lui dit, je ne sais pas, il ne me l'a pas dit. Je suis prêt à répondre aux questions que vous pourriez vouloir me poser. Oui, monsieur. Oui. Alors, nous avons pas mal de choses à dire, c'est tout à fait passionnant, parce que moi-même je suis dans l'art jusqu'au bout en tant que poète, et puis j'étais galériste, j'étais d'ailleurs galérien sur les feuilles d'impôt, et aussi pas critique d'art, mais poète d'art, parce que je vivais et j'ai mis toujours sur les artistes que j'aime, ceux que j'aime pas, j'ai mis pas dessus, donc ce ne sont que des élégies. Alors maintenant, je vais essayer d'abord une remarque, de resituer un peu l'intuition dans le processus de création de créativité. Très rapidement. Parce que, ayant créé la Galerie des 500, j'ai travaillé pendant 15 ans sur les 5 sens et aussi le 6e. Ça m'intéresse le 6e sens parce que dans le milieu populaire, on dit toujours c'est l'intuition. C'est l'intuition et c'est aussi autre chose. En même temps, c'est l'intuition. A été poussé le cri Eureka. Le physicien en question avait dû prendre une assez longue station de bain. Il a dû passer un certain nombre de temps dans sa baignoire pour qu'à un moment donné, l'illumination vienne. Ce n'est pas en entrant dans le bain, n'est-ce pas, en trempant son pied dans le bain qu'il a dit Eureka. Il s'est souvenu du bain de la veille, ou du bain de l'avant-veille, de la part des orages intérieurs dont l'homme n'a pas toujours conscience, n'est-ce pas? C'est un peu ce que dit, oui, je n'aurais jamais cité autant Valéry que cet après-midi, dit-il est une longue patience, mais c'est aussi une longue impatience. Et là, vous voyez en réalité le processus double qui est tout le temps à l'œuvre dans l'inspiration de l'homme. Il y a un propos aussi que j'aimerais citer, un propos assez mystérieux d'un mystique arabe, musulman, enfin pas arabe, mais arabisé, du Xe siècle, Nifari. Nifari dit, mystérieusement, l'avant jamais ne se retourne, n'est-ce pas? En ayant l'air de dire que tout vient à l'homme, n'est-ce pas, d'une manière spontanée. Mais en fait, quand il dit l'avant jamais ne se retourne, il suppose implicitement qu'il y a tout un long chemin derrière, n'est-ce pas, dont l'avant ne tient pas compte. Cette dialectique et cette problématique que vous suggérez est évidente, mais il me semble que les deux termes de la dialectique s'accompagnent et qu'à un moment donné, c'est un des termes qui a l'air de prendre sa revanche sur l'autre. Mais il est évident que si Newton n'avait pas été très longuement préparé à comprendre brusquement la pomme, n'est-ce pas? Si nous avons tous lu, moi dans mon enfance, j'ai vu tomber 3 millions de pommes, peut-être 4 millions, et je ne connaissais pas l'existence de Newton, et je n'ai pas découvert la gravitation. Pourquoi? Parce que ce n'était pas inscrit à l'ordre de mes préoccupations, ni conscientes ni inconscientes. Votre question? Bonjour, ici. Oui, monsieur. Rebondir là sur oui. Ça. Je me rappelle. Matérialiser en quelque sorte ce moment de la fulgurance intuitive. C'est à une passante.
Vous vous souvenez, n'est-ce pas? La rue assourdissante autour du nom hurlait, mince monde en grand deuil, douleur majestueuse. Une femme passa d'une main fastueuse, sous le vent balançant le feston et lourdement. Agile et lord avec sa jambe de statue. Moi, je buvais crispé comme un extravagant, dans son œil, ciel livide où gerbe l'ouragan, la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Un instant puis la nuit. Ténébreuse beauté dont le regard soudain m'a fait renaître, ne te verrai-je plus que dans l'éternité ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être, car j'ignore où tu vas, car j'ignore où tu vas, tu ne sais où je vais, ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le sais. Donc, il y a une rencontre, l'intuition d'un instant, l'éclair qui a nuit, que quelque chose est possible, et puis ensuite, une espèce de retombée, de fléchissement de l'espérance. Et ce poème est une des, au-delà même de sa signification immédiate, est une des matérialisations symboliques de cette intuition. La géographie des choses. Et à partir de ce moment-là, il va essayer de reconstituer le monde tel qu'il l'a entreaperçu, l'ampoule éclate. Entre-temps, il a eu la possibilité de voir la géographie des choses. Et à partir de ce moment-là, il va essayer de reconstituer le monde tel qu'il l'a entreaperçu un instant, n'est-ce pas? Mais pour ce faire, il faut d'abord qu'il y ait la chambre. Il faut ensuite qu'il y ait l'ampoule. Il faut que le commutateur, à un moment donné, joue. Et ensuite, une fois la nuit retombée, il faut reconstituer par le travail, qui lui aussi peut être accompagné d'autres intuitions, l'ensemble de ce qui a été entreaperçu. Cela suppose, à mon avis, une sorte d'état de grâce, c'est-à-dire être prêt à recevoir cette intuition. Et cette intuition est aussi le fruit d'une macération intérieure que j'opposerai à l'inspiration, c'est-à-dire une expiration, ce qui sort de la macération interne et qui va vers qui sort, qui rejoint l'intuition. Bien sûr, j'ai écrit un livre sur Maori. Psychologiquement, il est extrêmement intéressant de voir comment cet homme reçoit l'inspiration. Il passe pendant des années, des journées entières dans une grotte, la grotte de Vieira, aux environs de la Mecque, à réfléchir. Et puis, un jour, une voix lui parle. Et cette voix lui dit, lis. Il dit, je ne sais pas lire. Cette voix lui dit, lis. Trois fois, il dit, je ne sais pas lire. La voix lui dit, lis au nom de ton Seigneur qui a créé, etc. N'est-ce pas? Et donc, il lit. Et puis ensuite, il s'en va, il ne sait pas ce qui s'est passé, il est extrêmement troublé, extrêmement perplexe. Il y a un état de mutisme, de ce qu'il identifiera plus tard comme étant l'ange Gabriel, qui dure 2 ans. Et c'est au bout de 2 ans, mais lui continue de revenir à cette grotte. Il est plein de doutes, mais il est également plein d'interrogations. Et c'est au bout de 2 ans que la voix de nouveau lui parle. Nous connaissons tous le cas de Rive. Oui, Rive reste 10 ans dans le désert, dans la stérilité, n'est-ce pas? Mais il habite. Je suis en train de lire
la correspondance de Rick avec Gide. Et il y a un livre qui est apparu il y a longtemps, qui devrait être repris d'ailleurs, il y a un éditeur, un brillant éditeur qui est là, il devrait, parce que l'éditeur coréen n'existant plus, vous devriez, Michel, publier vous qui êtes poète et qui êtes intéressé par également le problème de la jeunesse politique, publier cette correspondance extrêmement éclairante tombée dans le domaine public de Gide et de Ri. Et Ri, n'est-ce pas, Gide lui dit venez me voir à Paris, il est amusant, n'est-ce pas, il n'a rien écrit, il dit non, je suis obligé d'être là parce que j'attends quelque chose. Et effectivement, un jour, n'est-ce pas, les élégies qu'il écrit très vite. Oui, et tout ça est écrit d'un seul jet, n'est-ce pas? Tout ça est écrit dans une sorte de fulgurance sous une dictée. C'est un cas évidemment très, très exceptionnel de fulguration intuitive qui s'étend sur l'ensemble de l'œuvre. C'est le processus d'une longue attente, quoi. Oui. Cela ne vient pas d'une façon instantanée, sinon ça vient au bout d'un certain voyage. Oui. On arrive que nous parlons souvent des mesures de l'attente. Oui, bien sûr. Mais l'attente peut durer éternellement et rien ne vient. N'est-ce pas, dans le cas qui nous intéresse, c'est une attente souvent passive, n'est-ce pas, souvent inconnue à son niveau le plus profond du créateur lui-même, qui ne sait pas à quel point il attend et qui ne sait surtout pas ce qu'il attend, et brusquement, n'est-ce pas, quelque chose arrive qui est le début d'une œuvre, qui est le début d'une construction qu'il fera ensuite. Je ne sais pas qui a dit qu'une œuvre, c'est un peu d'inspiration et beaucoup de transpiration. C'est une formule un peu vulgaire, mais en fait, il vient sur c'est Valérie qui nous dit que le premier vers est donné. Bien sûr. Alors, j'avais une petite question à vous poser. On traite toujours de la question de l'intuition dans le cadre de la culture et la psychologie. Ne croyez-vous pas qu'il y a une relation aussi avec la neurologie, avec le cerveau, avec la médecine, quoi? Tout à fait. Sinon, pourquoi on n'assiste pas à ce phénomène chez tous les écrivains ou bien chez tous les poètes de la même façon, quoi? Mais est-ce que ce ne sont pas des phénomènes que nous sommes en train de découvrir? Nous sommes en train de découvrir que Issa Makhlouf est une usine chimique. Nous ne le savions pas encore il y a 10 ans. Maintenant, nous savons que derrière cette barbe, derrière se cache une usine chimique avec toutes sortes de... Je me permets de vous indiquer le remarquable livre du professeur Lucien Israël sur le cerveau gauche, le cerveau droit. Il fait le point sur toutes les connaissances. Oui. Le cerveau droit, le cerveau sensible, le cerveau rationnel, le cerveau gauche, etc. Oui, il explique tout ça, enfin, c'est remarquable. Oui. J'ai cité ce que disait Bourdieu, il disait, c'est ma main écrite tout seul, je pense qu'il a des bases. Question? Madame? Je ne sais pas si je vais bien exprimer, parce que moi je parle plus avec des fractions qu'avec des mots. Alors, Peignez-nous, est-ce que vous voulez dire? Moi je ressens comme un moment de clairvoyance, un travail du subconscient, de l'inconscient, qui va être long, qui va être court. Ce que je viens d'appeler l'état de grâce. Picasso pouvait peindre 3 tableaux par jour, ça lui est arrivé, n'est-ce pas? Il y a des tableaux de Cézanne qui l'ont accompagné toute sa vie et où il manque une touche qu'il n'a jamais trouvée.
Nous avons des tableaux de Cézanne avec 2 ou 3 touches qu'il n'a jamais trouvées. La dernière touche. Voilà. Quand est-ce qu'on met la Voilà. On sait que c'est la dernière. Voilà. Mais Donc on il sait a- également aussi. c'est beaucoup une question. Ouais. Voilà, une question. Ça, c'est moi, ça, c'est une question qui me travaille. Ah, mais ça me travaille profondément. Ça veut dire, est-ce que j'ai pas l'impression de rester dans l'intuition en permanence. C'est à mon niveau, enfin à mon idée, ça ne reste pas quelque chose de possible. De poète à elle, mais aussi sur Dante, sur le rapport de Dante et de l'inspiration. Dante lui-même était nourri d'Ibn Arabi et de toute la pensée de la poésie et de la mystique musulmane. Lui, en fait, je crois que ce qui était extraordinairement important, c'est cette intuition qu'on pourrait dire figurale, c'est-à-dire la notion qu'avait Ibn Arabi dans l'imagination créatrice, et je voulais parler du double justement, de quelque chose qui touche en nous à la fois 2 domaines. Et par exemple, Béatrice est un phénomène, est un personnage sur lequel toute la critique dantesque s'est interrogée pendant des siècles, on peut dire, en se demandant très sérieusement, très gentiment, si Béatrice était l'emblème de la théologie, de l'intellect possible, ou est-ce que c'était simplement une petite Florentine voisine du jeune Dante. En réalité, si on se réfère à cet univers dans lequel Dante vivait et pensait, justement celui de Ibn Arabi, celui de la pensée musulmane, eh bien, ces questions n'ont pas de sens. C'est-à-dire que c'est résolu d'un seul coup, c'est-à-dire qu'il y a l'intuition double, c'est-à-dire d'un être qui est à la fois dans ma vie, dans le présent immédiat que j'ai sous les yeux, ce qui est proche, justement, mais pour saisir ce qui est proche, il y a une intuition double, c'est-à-dire c'est en même temps la petite Florentine, et c'est du même coup, et sans qu'il y ait aucune contradiction, ni même aucune distance, en même temps l'intellect possible, l'image, la sagesse divine, etc. Il y a cette possibilité de saisir d'un seul coup cette foi. Et peut-être que dans le monde moderne, enfin vous le montrez, je crois, ceux qui ont gardé cette possibilité, ce n'est pas les critiques, ce n'est pas les critiques universitaires, mais c'est justement les poètes, les créateurs qui ne se posent pas cette question de l'un ou l'autre. Est-ce que c'est peut-être tel? Il me semble que c'est ce que je disais quand vous parlez aussi de l'idéogramme et du hiéroglyphe, c'est-à-dire, je pense, comme ces figures qui retiennent une pluralité presque indéchiffrable des mythes que les artistes. Oui. Tout à l'heure, vous avez parlé de Mahomet et de la longue incubation qui a précédé l'écriture du Coran. À l'opposé, on peut citer le cas du poète Coleridge, qui s'est étiqueté le poème pendant son sommeil et qui, à son réveil, a écrit. Ce qu'on lui avait dicté pendant son sommeil, dans les médias. Oui. C'est ce qu'a fait Jean-Paul aussi. Jean-Paul Richter, n'est-ce pas, qui a noté chaque matin les rêves qu'il faisait la nuit. Et pour revenir à Ibn Arabi, Ibn Arabi est en train de faire le pèlerinage de la Mecque, c'est-à-dire qu'il est dans un état de concentration extrême, qu'il fait les circonvolutions, et, raconte-t-il dans les ouvertures niçoises, une jeune femme lui parle, s'adresse à elle, et cette jeune femme va le bouleverser. Et elle va ensuite l'accompagner toute sa vie. Ça va être un peu ce qu'est Béatrice pour Dante, ce que sera Aurélia pour Nerva, c'est-à-dire l'accompagnatrice, celle qui vous guide vers là où vous ne savez pas que vous voulez aller et où cependant vous allez.
aussi probablement une figure de l'intuition, baroudite, inspiration. Pierre Auster. Oui, je cherche, mais J'aimerais aborder une question d'importance. Le mot inconscient a été prononcé plusieurs fois et j'ai entendu parler aussi de cerveau, de neurologie, donc plutôt au contraire des sens. Et Bergson, qui a passé une grande partie de son œuvre et toute la force à réfléchir justement sur l'intuition, en vient à une conclusion tout à fait étonnante qu'il n'y aurait pas, selon lui, de rapport entre l'intuition et l'inconscient, mais uniquement entre l'intuition et le conscient. Voilà notamment une citation provenant de La pensée et le mouvant. Il définit l'intuition. Plus rien d'interposé. Point de réfraction à travers le prisme dont une face est espace et dont l'autre est langage. Au lieu d'états contigus à des états qui deviendront des mots juxtaposés à des mots, voici la continuité indivisible et par là substantielle du flux de la vie intérieure. Intuition signifie donc conscience, mais conscience immédiate, vision qui se distingue à peine de l'objet vu, connaissance qui est contact et même coïncidence. Alors je crois qu'il y a là le cœur d'une réflexion sur l'intuition, le mot venant d'ailleurs du latin, comme vous l'avez rappelé vous-même, intuition en latin, intuere je crois, c'est saisir par le regard, puis dans un deuxième sens, toucher. Or, j'ai été moi-même touché, pourrait-on dire, par le fait que les latins qui avaient déjà le verbe videre pour voir, inventent un autre verbe pour dire sentir, pressentir, toucher, mais toujours par les sens, et donc effectivement plutôt par la conscience dans un premier temps que par l'inconscient. Et je crois qu'il y a là effectivement, pour l'artiste, un champ de réflexion énorme. Quand on sait que le mouvement, peut-être qui a le plus marqué les mentalités, peut-être chez les poètes aussi également, au XXe siècle, a été le surréalisme, qui au contraire soulignait l'importance de la vision et de l'inconscient. Nous serions peut-être, je dis bien peut-être, car je n'en sais pas, je suis, si vous voulez, le raisonnement de certains philosophes, dont Bergson, qu'il y aurait là peut-être quelque chose à sonder, et je ne peux m'empêcher, le nom n'a pas encore été prononcé, de penser à Mozart. Comment un enfant de 5 ans, même s'il a été dans un milieu privilégié, puisque son père était musicien, a pu lui apprendre la musique, comment un enfant de 4 ans, 5 ans, peut-il composer des morceaux de musique, sinon par intuition, et sinon effectivement par une intelligence de l'intelligence, ce que l'on appelle parfois le génie, mais moi personnellement, le mot me fait peur, qui toucherait peut-être beaucoup plus au sens et à la neurologie qu'on ne le croit parfois, et moins peut-être à l'inconscient. Voilà la question que je voulais poser. Bien. Autant que je sache, Bergson, qui est un immense bonhomme, était hostile à Freud et donc ne voulait pas mêler sa réflexion à quelque chose qui lui paraissait inconsistant, qui lui paraissait au sens original ou originel du terme, improbable. Ça a été d'ailleurs aussi le cas de Paul Valéry. Sauf que dans les textes qu'on a retrouvés de Valéry,
et qui sont régulièrement publiés par Michel Jardy, on se rend compte que Valéry a souvent cédé à la dictée de son propre inconscient, à la dictée du tout venu. Il ne me semble pas que la citation que vous faites de Bergson s'oppose à ce que nous disons. En fait, qu'il s'agisse de coïncidence ou qu'il s'agisse de surgissement, ce que Mallarmé appelait une initiative, donner l'initiative au mot, c'est, me semble-t-il, une question de vocabulaire plutôt qu'autre chose. Et que si on avait eu la possibilité de discuter plus fermement avec Bergson, on aurait probablement, avec des mots différents, abouti à la description d'un processus qui, dans mon cas, engage l'inconscient et qui, dans le cas de Bergson, engage quelque chose qui tiendrait lieu, pour nous, de l'inconscient. Il me semble que l'héritier le plus direct de Bergson aura été, me semble-t-il, Bachelard. Bachelard a beaucoup pris à Bergson et Bachelard aura, en partant de tout ce que Bergson a dit sur l'intuition, intégré au champ de l'intuition bergsonienne le champ du magma formulateur, informe et formulateur freudien. Freudien, lacanien et évidemment jungien. Voilà. Et Bachelard était plus près des poètes que ne l'était Bergson. Oui, bien sûr. Mais il fait si vous voulez, la liaison entre Bergson et les poètes à travers Bachelard. Bien sûr. Et ça, j'aimerais bien, là je me souviens dans les années 50, la notion anglaise de mot insight. Lagache à l'époque essayait de le traduire en français et il disait je ne trouve pas d'équivalent en français pour le mot insight que le mot, sauf le mot aperception. Un seul mot, aperception. C'est-à-dire une perception immédiate. Ça me revient maintenant que vous parlez des choses à saisir qui sont très proches. Quel rapport cela vous inspire-t-il avec l'intuition, politique, philosophique, dont on a discuté comme culture? Est-ce que cette notion de insight, c'est-à-dire de la perception immédiate, de la compréhension instantanée, a quelque chose à voir avec l'intuition? Moi, je serais tenté de traduire insight par fort intérieur. Par le fort intérieur qui est à la fois assez vague pour dire un état de l'intériorité de l'homme pas encore formulé, n'est-ce pas? Et cela dit, là aussi, nous nous rendons compte que on désigne les philosophes, les penseurs, les artistes, ont souvent désigné avec des mots différents une même réalité. Le mot aperception peut parfaitement
être traduit dans la mesure où il signifie une forme de captation vive par le mot intuition, n'est-ce pas? Par le mot intuition. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait de contre-intuition. Alors, peut-on déterminer la frontière exacte entre conscient et inconscient? Cela, ça permettrait de savoir un petit peu de préciser un peu. Si on pouvait déterminer cette frontière, nous serions tous ou fous, n'est-ce pas? Ou nous serions tous superbement créateurs. C'est précisément parce que... Donc en fait, toutes les théories sont vraies? Toutes ces théories convergent, en tout cas. Toutes ces théories convergent. Il y a une espèce de clair-obscur, n'est-ce pas, cette nappe phréatique, ce liquide amniotique dont j'ai parlé, dans lesquels nous baignons tous avant de paraître à la lumière. Et parmi les mythes intéressants dans ce domaine, il y a évidemment, je ne l'ai pas évoqué, mais il pourrait être évoqué là, le mythe d'Orphée. N'est-ce pas? Le mythe d'Orphée. Orphée perd Eurydice. Et il doit aller la chercher aux enfers. Ce qu'il fait, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il fait un travail de reconquête. Ça veut dire encore un travail de remémoration. Mais une fois la reconquête faite, une fois la remémoration acquise, il lui est interdit de regarder en arrière parce que tout, à ce moment-là, il perd tout, n'est-ce pas? Il perd notamment cette vertu de l'intuition qui, elle, doit regarder vers le jour, doit regarder vers l'avant. Si, en situation intuitive, vous tournez vers votre culture, vers tout l'acquis, vous risquez de solidifier, de figer ce qui aurait dû rester fluide, le temps en tout cas où vous êtes dans un état, entre guillemets, d'inspiration. Oui, j'aimerais bien revenir légèrement sur ce qu'a dit Eric et apporter un peu d'eau à son moulin et prolonger un peu votre clair-obscur en répondant un peu à madame sur la frontière houleuse entre le conscient et l'inconscient. Alors elle existe quand même un peu, et même dans un terme. Alors tout à l'heure Eric a parlé de la notion bergsonienne de la conscience immédiate. C'est très intéressant. Tout à l'heure j'ai beaucoup parlé de coïncidence. Moi j'appelle ça un point trait d'union de vie, trait d'union dense, la ligne trait d'union incidence, la ligne point d'évidence. Un poème, et puis ensuite, s'il y a des... Je lis un seul poème. Être publié avec des travaux de Tapies, un peintre espagnol. C'est le dernier de mes poèmes. Et c'est la première fois que je le lis en public. Bois des serres. Le penser, l'âme, l'impensé. Puis cela est retombé comme une robe arrachée à ce qui fut, rendu à la splendeur matérielle. Le corps qui fut rêvé avant d'être pensé, avant d'être saisi, avant d'être. Un temps, il fut lumière.
Un temps, il fut. Je poursuis ma promenade, ma vaine promenade sous les arbres, la gorge nouée et terriblement ouverte. Puis, quelque chose. Un long jardin arrive. On sort dans la cohue des jours, leur lambeau de couleurs aux grilles dorées de la nuit. Nuit extrême. On a laissé son chapeau sur la commode. On est seul dans la pauvreté du monde. Puis une grande neige incertaine est tombée à son tour, broutant, brûlant les racines de l'herbe et voilant au cœur de la maison les carreaux d'un soleil lacéré. Or ceci, tout ceci est cœur. Je ne dirai rien à ton corps, mon amour, maintenant que le temps a passé, que les batailles de l'azur sont finies, et seulement il y a, dans le ciel maintenu, quelques nuages encore indemnes. Indemnes, mon amour, autant qu'inutiles, et traînant encore pour leur compte, et rêvant parmi les araignées. Cela n'est pas de la poésie, mon ami. Cela est. J'ai ôté une fois pour toutes les hannetons de ma chemise. Je regarde la mer comme un homme qui lui tourne le dos, tandis qu'il est rejoint par la mer et son sel, par la brume ensoleillée de la mer, et par cela que Victor Hugo appelle les moutons sinistres de la mer et leurs lèvres. Je traîne avec moi dans ma pensée un bestiaire, toute une foule, animaux de théière et enfance, violons, fleurs et branchages. Et je ne cherche pas à savoir où j'en suis, de ce qui fut longtemps cela que j'ai appelé le dehors, de ce qui fut longtemps cela que j'ai appelé le dedans. Entre l'un et l'autre, enfin, je suis assis, sur une chaise assise elle aussi, assise dans un univers en expansion et qui ne sait pas où il va. Mes pieds, vos pieds, illuminés par le soleil, et ma tête, vieille tête aux mille griffures, tête de chat labouré, tête de chien, gardée par l'ombre de la vie matérielle, comme un tonneau de vin mort dans un caveau d'oubli. Pourtant, un mot ne m'a jamais quitté, le mot brûlure. Avec moi en Inde et en Chine, avec moi dans les deux Amériques, en Orient, au Yémen, en Perse, à Moscou, en Sibérie, dans les Scandinavies, en Allemagne, dans les Italies, les Espagnes, en France aussi, à Paris, dans les bibliothèques et musées, dans des avions aussi vers l'Afrique ou dans des trains vers les alentissements du Nord, ce mot m'a persécuté, me persécute toujours, à travers 1000 livres, 1000 tableaux, des yeux fous. J'ai aimé et je suis triste. Et la vie n'est plus qu'un dernier verre avec de l'eau, à demi bu. Et ce qui reste est pour le somnifère. Il ne faut pas l'avaler tout de suite. Il faut profiter de l'ultime infini oiseau du jardin et du dernier rebond de la lumière avant la nuit, qui sera nuit d'octobre. Rosier, je vous ai tant aimé, chère Aurore et victime. Et voici que par la fenêtre ouverte, vous me regardez mourir en souriant. Mes chats vous sont dus, ô rosiers, eux aussi qui vous ont tant aimé. Pour un éclair entre vous de couleur, un papillon ou un bourdon enchaîné à votre patte. Je
Je ne sais plus où sont les tas. De la vie, j'ai mangé le pain et le fruit. J'ai bu le vin et l'eau. J'ai caressé la lune et j'ai brûlé au soleil ma main droite, me rappelant avec cœur et un peu d'emphase de grec. Le corps de la femme est une pente avec des rives poilues. Corps féminin, je t'ai traversé à moi et j'ai jeté en toi l'encre et j'ai dormi. Maintenant que j'ai lu bien des livres de poésie, la plupart sans intérêt, les ai lus, et que bien des corps jadis aimés, adorés, s'en sont allés vers la pourriture, je reste ici avec mes mains ouvertes, où ne viendra pas s'apaiser la colombe en qui je ne crois plus, rôtée, rôteuse, et je demeure ainsi, mains ouvertes, attendant les longs amis disparus. Ils sont partis, me laissant leur pas de mots, leur parapluie, et le reflet de leurs lunettes, à moi, qui ne vois presque plus. Diabète, hernie, et cela dans le ventre qui nourrit de mystérieux crapauds, et rien ne monte vers le cœur sinon une libellule qui un jour se transformera en épin. Le penser, là, l'impensé, comme une locomotive entrant en gare et la fin de la vie. Elle a traversé des pays, des villes, des bois amoureusement mouillés. Et maintenant, elle vient dormir près de nous, endormie. Et sur le cheval de ma tête s'est déployé le bois des cerfs, bête effrayante, d'être si poursuivie. Merci.